Bienvenue à tous. Avant de commencer, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est parti. Je m'appelle Malcolm Reed. J'ai 34 ans. Mes parents pensent que vous êtes un moins bon choix que mon ex. Je ne veux pas les mettre mal à l'aise, dit Tiffany après que je lui ai demandé pourquoi je n'étais pas invitée au mariage de sa sœur. Je la fixai un instant, attendant la chute qui ne vint jamais. Je dis simplement, je vois. Et j'en restais là. Je ne criais pas. Je ne suppliais pas. J'encaissai le coup. Pendant qu'elle était au mariage, je fis mes valises et je partis. J'ai plié les chemises que nous avions achetées ensemble, débranché les appareils que j'avais installés et parcouru l'appartement comme un fantôme quittant sa propre vie. Quelques heures plus tard, alors que j'étais assis sur un lit d'hôtel qui ne m'était pas encore familier, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom du père de Tiffany, Calvin, est apparu en grand sur l'écran, comme un avertissement. « Malcolm, ça va? Tu es à l'hôpital ?» a-t-il demandé, la voix étranglée par la panique. C'est alors que j'ai compris l'ampleur du mensonge. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet appel, à ce mariage, à ce mot « rétrogradation », il faut comprendre ce qui s'est passé avant. On ne réalise jamais qu'on n'est qu'un pion jusqu'à ce que la personne pour laquelle on occupe cette place se décide enfin à se manifester. Pendant 2 ans, j'ai cru être le héros de l'histoire de Tiffany. Je me croyais l'homme qui arrivait après la tempête. Celui qui reconstruisait la maison, réparait les fondations et la rendait à nouveau habitable. Je m'imaginais comme cette présence rassurante qui prouvait que la maturité et l'amour pouvaient triompher du chaos et des drames. Avec le recul, je n'étais pas le héros. J'étais l'entrepreneur. J'ai effectué les réparations. J'ai consolidé la structure. Une fois les travaux terminés, elle décida qu'elle n'avait plus besoin de l'homme à la boîte à outils. Elle voulait celui qui organisait les fêtes. J'ai rencontré Tiffany à un moment difficile de sa vie. Elle avait 26 ans, croulant sous les dettes de cartes de crédit et profondément marquée par une relation tumultueuse de 3 ans avec un homme nommé Desmond. C'est un visionnaire. Elle me l'a raconté pour la première fois, se confiant vraiment à son sujet. Ses yeux brillaient comme si elle décrivait un artiste tragique et génial. En réalité, Desmond était un trentenaire ambitieux, promoteur de soirées, qui lui avait emprunté de l'argent sans jamais le rembourser, la trompait constamment et lui faisait croire qu'elle avait de la chance d'être dans son entourage. Desmond se vantait. Il planifiait sans cesse le prochain événement grandiose, la prochaine soirée huppée, la prochaine prise de contrôle d'une marque. Tiffany me montrait parfois de vieux SMS alors que nous étions au lit, comme si elle avait besoin que je réalise à quel point elle avait été naïve. « Regarde ça », disait-elle en faisant défiler une conversation où il lui avait promis d'ouvrir une boîte de nuit à Miami ensemble, puis avait disparu pendant 3 jours pour un soi-disant voyage de réseautage avant de réapparaître avec des excuses et du rouge à lèvres sur sa chemise. Quand il l'a finalement larguée pour une mannequin de 18 ans, Tiffany s'est effondrée. Son amie a pris sa retraite. Elle n'avait plus aucune estime d'elle-même. Ses économies étaient épuisées. C'est à ce moment-là que je suis entrée en scène. Je n'étais pas un visionnaire. J'étais analyste de système. Mon travail consistait à garantir le bon fonctionnement des réseaux complexes, à anticiper les vulnérabilités avant qu'elles ne dégénèrent en catastrophe. J'étais tout le contraire de Desmond. J'étais stable. J'étais fiable. Je payais mes factures par prélèvement automatique. Je ne disparaissais pas pendant 3 jours sous prétexte de contact professionnel à Miami. Quand Tiffany et moi avons commencé à sortir ensemble, elle m'a dit que j'étais comme une bouffée d'air frais. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Chacun de nous tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Elle cherchait à constituer un CV pour des stages en marketing. Je terminais un rapport sur l'équilibrage de charges des serveurs d'un réseau hospitalier. Elle m'a demandé si je savais pourquoi la connexion Wi-Fi était si lente. Je lui ai montré comment se déconnecter du réseau saturé et choisir le point d'accès le plus performant. La conversation a d'abord porté sur le travail, puis sur la famille, puis sur la musique. C'était naturel. 1 mois plus tard, elle s'est assise sur mon canapé, a ramené ses genoux contre sa poitrine et a dit « J'en ai assez de tout ce drame, Malcolm. Les hauts et les bas, les cris, les infidélités. Je veux la paix. »
Elle a prononcé ce mot comme s'il s'agissait d'un pays étranger qu'elle n'avait jamais visité. Je la croyais. Je voulais la croire. Alors, je l'ai rassurée. La tranquillité, dans notre cas, prenait la forme de tableaux Excel et d'une bonne organisation. Je l'ai aidée à gérer ses finances. Un samedi, nous étions assis à la table de la salle à manger, entourés de piles de factures et d'un ordinateur portable. J'ai établi un budget de A à Z, en lui montrant ses dépenses en covoiturage et en abonnement. Elle avait oublié les frais de retard. Elle grimaçait à chaque phrase, mais elle ne se dégonflait pas. « Je suis pathétique », murmura-t-elle. Je secouai la tête. Non, tu n'étais pas préparé à un monde qui favorise le chaos. On va arranger ça. Nous avons appelé ensemble les sociétés de cartes de crédit, négocié des taux d'intérêt plus bas et mis en place des plans de paiement. Elle a fondu en larmes après un appel où un conseiller avait clôturé un compte qu'elle détenait depuis 8 ans. Je lui ai pris la main, l'ai serré et lui ai rappelé que c'était le début d'une reconstruction, et non la fin d'une chose précieuse. Tu achètes ta liberté, lui ai-je dit. Chaque paiement est une brique, un mur entre toi et ce passé. Lorsque son prêt auto affichait un taux d'intérêt exorbitant de 18%, je l'ai accompagné chez le concessionnaire. J'avais mis une chemise à col et j'avais apporté des copies imprimées de son rapport de solvabilité mis à jour et du mien. J'ai cosigné un nouveau prêt pour que nous puissions le refinancer et obtenir un taux d'intérêt plus abordable. Tiffany rayonnait en quittant le garage au volant de sa voiture. Le paiement mensuel était enfin à sa portée. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça pour moi », s'est-elle exclamée. « On est une équipe », ai-je répondu. « Et j'en fais partie. » Elle avait décidé de reprendre ses études pour terminer son diplôme en marketing. Nous nous sommes de nouveau assis à la table de la cuisine et avons examiné son emploi du temps. « Si je prends 4 cours ce semestre, je peux terminer en 1 an, a-t-elle dit. Mais je devrais réduire mes heures de travail. J'ai regardé notre budget familial et mon salaire, et j'ai constaté que je couvrirais entièrement le loyer. Je lui ai dit, « Concentre-toi sur tes études. On trouvera une solution pour le reste. » Elle a éclaté en sanglots et m'a serré dans ses bras. « Tu me sauvais la vie », a-t-elle murmuré contre mon épaule. Je n'étais pas qu'un simple petit ami. J'étais le pilier de sa vie. Je payais ses courses quand ses livres coûtaient plus cher que prévu. Je réparais le réseau Wi-Fi à chaque panne. J'ai rempli ses formulaires d'aide financière quand elle paniquait à cause de la paperasse. Je lui ai rappelé les dates limites de ses devoirs. Elle avait failli oublier. J'ai veillé sur elle pendant ses crises d'angoisse nocturne et je l'ai rassurée quand elle était persuadée qu'elle allait rater son examen. Je pensais que c'était ça, l'amour, 2 personnes qui construisent quelque chose de solide ensemble. Il y a quelque chose d'étrange avec la paix. Quand on est accro au chaos, elle finit par ressembler à de l'ennui. Le déclic s'est produit il y a environ 6 mois. Tiffany a terminé ses études et a décroché un bon poste dans une agence de relations publiques. Soudain, celle qui passait ses week-ends en jogging, les mains dans ses manuels, allait à la salle de sport avant le travail, s'offrait des robes sur mesure et rayonnait d'une confiance en elle que je ne lui avais pas vue lors de notre première rencontre. J'étais fière d'elle. J'y croyais vraiment. Je pensais que nous étions sur la bonne voie. Nous sommes allés dîner pour fêter sa proposition d'embauche, et elle m'a pris la main par-dessus la table, me promettant qu'elle n'oublierait jamais tout ce que j'avais fait pour elle. On va construire une belle vie, Malcolm, a-t-elle dit. Plus de catastrophes, plus de drames. Je l'ai cru à nouveau. C'était ma spécialité, croire les gens quand ils semblaient sur d'eux. Puis arrivèrent les remarques, des petites remarques apparemment anodines que j'attribuais d'abord au stress ou à la fatigue. On regardait un film où un couple décidait sur un coup de tête de partir en road trip. Tiffany soupirait et disait « J'aimerais qu'on fasse des choses comme ça, des choses spontanées. » Nous sommes allés à San Diego le mois dernier, lui ai-je rappelé gentiment. Nous avons séjourné dans cet hôtel près du port et fait cette excursion en bateau. Tu te souviens? Elle a levé les yeux au ciel. Oui, mais on l'avait prévu, Malcolm. Tout était noté dans un tableur. Tu avais notre liste de bagages. Le budget, le programme, ce n'est pas la même chose que de partir à l'improviste. J'ai fait comme si de rien n'était ce soir-là, mais j'ai ressenti une angoisse sourde. Au cours des semaines suivantes, ses remarques se sont faites plus acerbes. Elle a commencé à lancer des pics subtils sur mon travail.
Tu passes tes journées devant des écrans, m'a-t-elle lancé un soir alors que je terminais un rapport à mon bureau, tandis qu'elle consultait les réseaux sociaux sur le canapé. Tu n'as jamais envie de construire quelque chose? De créer quelque chose? Moi, je crée des réseaux qui permettent aux hôpitaux de fonctionner. J'ai répondu, en essayant de rester léger. Si je fais bien mon travail, les urgences ne perdent pas l'accès aux dossiers des patients en pleine nuit. Ça me paraît important. Elle a haussé les épaules et a replongé dans son téléphone. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement impersonnel. Il n'y a aucune ambiance. Un samedi, nous sommes allés à une fête d'anniversaire sur un toit pour une de ses collègues. Tiffany se tenait près d'un groupe de personnes de la firme, toutes élégantes et bruyantes. Leur rire couvrait la musique du DJ. Je me suis joint à un cercle et quelqu'un m'a demandé ce que je faisais. J'ai expliqué mon travail en termes simples. Alors, c'est toi le gars de la salle des serveurs avec les lumières clignotantes? A plaisanté un homme. Le groupe a ri. Tiffany a ri un peu trop fort. Sur le chemin du retour, elle a dit, « Tu sais, tu aurais pu rendre ton travail plus intéressant. Les gens ne s'enthousiasment pas pour des serveurs. Je fixe la route. Je n'essaie pas de les impressionner, ai-je répondu. J'essaie juste de dire la vérité. » Elle a haussé les épaules et a monté le volume de la radio. Ce soir-là, je me suis demandé si elle était gênée par ce que j'avais fait. La situation a dégénéré la semaine du mariage de sa jeune sœur Whitney. C'était l'événement de l'année pour sa famille. Whitney épousait un homme issu d'une famille fortunée, de la vieille aristocratie, du genre à envoyer des cartes de vœux imprimées sur du papier de luxe et à organiser des galas de charité pour des causes qui ne leur étaient probablement jamais familières. Tiffany était la demoiselle d'honneur et terrifiée à l'idée que quoi que ce soit puisse mal tourner. Obsédée par les apparences, elle avait l'impression d'être sur scène tous les jours. Elle voulait prouver à sa famille, et peut-être aussi à elle-même, qu'elle n'était plus la sœur désordonnée. Elle avait décroché le rôle. Elle avait l'appartement. Elle avait la stabilité. Je pensais faire partie de cette stabilité. Je croyais en être la preuve. J'étais prêt à me présenter à ses côtés comme un partenaire calme et respectueux, un équilibre. Je voulais en avoir l'air. Alors, une semaine avant le mariage, je suis allé chez un tailleur en ville et j'ai dépensé $600 pour un costume anthracite. Le tailleur a ajusté les manches, épinglé la taille et m'a dit que je serais tellement élégant que j'éclipserais même le marié. J'ai ri, mais secrètement, je souhaitais cette réaction de Tiffany. Je voulais qu'elle me regarde et soit fière. Je me suis fait couper les cheveux la veille de récupérer le costume. J'ai fait tailler ma barbe, cirer mes chaussures et nettoyer ma voiture en profondeur pour que, lorsque nous arriverions sur le lieu de la cérémonie, rien en moi ne trahisse un manque d'élégance. J'étais prêt à être le beau gosse qu'il lui fallait, la preuve qu'elle avait enfin tourné la page avec les hommes comme Desmond, qui portait des jeans déchirés aux enterrements et considérait n'importe quelle chemise boutonnée comme une tenue de soirée. 2 soirs avant le mariage, je suis rentrée avec une housse à vêtements sur l'épaule. Tiffany était sur le canapé, les pieds nus repliés sous elle, le nez sur son téléphone. « Salut », dis-je, tentant en vain de dissimuler mon enthousiasme. Je suis allée dans la chambre, j'ai enfilé le costume, ajusté ma cravate et suis entrée dans le salon. « Qu'en penses-tu » demandai-je en lissant les revers. « La cravate te va bien. » Le pouce de Tiffany s'est figé sur l'écran. Elle a levé les yeux vers moi sans sourire. Elle n'a pas dit « Tu es magnifique » ni « Waouh ». Son expression était tendue, presque douloureuse, comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. « Tout va bien », dit-elle d'un ton sec. « C'est très toi. Très moi. » J'essayais de plaisanter, forçant un sourire. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle soupira et reposa le téléphone à moitié. « Je ne sais pas, Malcolm. C'est sans danger. C'est un costume gris. C'est ce que porte une comptable. » Elle a dit « comptable », comme si c'était synonyme de papier peint. Je suis analyste. Bon, d'accord, ai-je répondu en enlevant ma veste. J'ai senti une pointe de colère, mais je l'ai ravalée. Elle était stressée. Les futurs mariés sont stressés. Le stress de l'honneur. C'est ce que je me suis dit. J'ai accroché la veste au dossier d'une chaise et je me suis assis en face d'elle. Alors, quel est le programme pour samedi ? Demandai-je. La cérémonie commence à 16h, n'est-ce pas ? Je me disais qu'on pourrait partir vers 14h.
Comme ça on aura le temps pour les embouteillages et les photos. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle verrouilla son téléphone, le posa face cachée sur la table basse et fixa un fil qui dépassait d'un coussin. Un silence pesant s'installa dans la pièce, un silence qui vous coupe le souffle sans même que vous vous en rendiez compte. Tiffany, à propos du mariage. Comment sais-je? Elle inspira profondément, comme si elle s'apprêtait à plonger dans l'eau froide. J'ai parlé à ma mère, dit-elle. D'accord, répondis-je. Tout va bien pour Whitney? Elle commence à paniquer? Whitney va bien, dit Tiffany rapidement. C'est la liste des invités. C'est serré. Et honnêtement, mes parents ont fait des remarques ces derniers temps. J'ai froncé les sourcils. J'aimais bien ses parents. Son père, Calvin, et moi regardions le football ensemble le dimanche quand nous lui rendions visite. Nous parlions de voitures. Je l'avais aidé à installer un système Wi-Fi mesh chez lui pour que le signal atteigne la véranda où il aimait lire. Je n'avais jamais ressenti la moindre animosité de leur part. Des commentaires sur quoi? Demandai-je en me penchant en avant. Elle finit par me regarder. Son regard exprimait un étrange mélange de pitié et d'irritation, comme si je l'avais forcée à une corvée. À propos de toi et de Desmond, dit-elle doucement. J'eus un pincement au cœur. Je n'avais pas entendu ce nom prononcé dans notre appartement depuis 2 ans. Desmond, répétai-je. Pourquoi parle-t-il de Desmond? Parce que Desmond était inoubliable. Malcolm, dit-elle d'un ton plus incisif. Il avait du charisme. Il illuminait une pièce. Mes parents, surtout ma mère, regrettent cette énergie. Ils pensent que tu es un type formidable. Vraiment. Mais ils pensent que tu étais un choix un peu sans risque. Un pansement. Elle allongea le dernier mot, comme si elle savait qu'il allait blesser. Un pansement, répétai-je. Ce mot avait un goût de cendre dans ma bouche. Ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, Tiffany. Je paie la moitié de tout. J'ai cautionné ta voiture. Je t'aide à financer tes études. Je ne suis pas une relation pansement. Elle haussa les épaules. C'est comme ça qu'il voit les choses. Soudain, elle se mit sur la défensive. Je te répète juste ce qu'ils ont dit. Ils pensent que passer de Desmond à toi, c'est un changement. Une régression. Ils pensent que tu étais ennuyeux, Malcolm. Voilà. C'est dit. Le mot planait dans l'air. Déclassement. Il résonnait dans la pièce, s'accrochant aux murs que nous avions peints ensemble, aux étagères que nous avions montées. Alors, j'ai dit, enfin. Quel rapport avec le mariage? La voix de Tiffany s'est muée en un murmure rauque. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Je ne veux pas que tu restes assis là toute la soirée à savoir qu'on te compare à lui. Ça va être gênant. Pour moi, et honnêtement pour toi aussi, je pense qu'il vaut mieux que j'y aille seule. Je suis restée figée. C'était absurde. Si ses parents me trouvaient ennuyeux, la solution n'était pas de me cacher. Il fallait me présenter et leur montrer l'homme qui, discrètement, avait reconstruit sa vie. Mais son regard, comme si j'étais une tache sur un tableau idyllique, me paralysa. Vous me désinvitez, dis-je sèchement. Du mariage de votre sœur, où je suis censé être le cavalier de la demoiselle d'honneur. Je te protège, insista-t-elle en se levant et en reprenant son téléphone comme un bouclier. Mon Dieu, pourquoi faut-il que tu compliques tout? J'essaie de ne pas te blesser. Ma mère va être ivre et critique, et je ne peux pas gérer ton insécurité en plus de mes responsabilités de demoiselle d'honneur. Mon insécurité était bien présente. Le problème n'était pas qu'elle ait honte de moi. Le problème était que j'étais trop sensible pour supporter d'être cachée. Je vois, ai-je dit, et je voyais effectivement. Mais je ne voyais pas ce qu'elle voulait me faire croire. Je ne voyais pas une petite amie protectrice me préservant de la critique de sa belle famille. Je voyais une femme qui avait honte de l'homme qui l'avait soutenue pendant ses pires années. J'ai vu une femme qui avait réécrit l'histoire pour transformer une menteuse toxique et sans emploi en une légende charismatique, et l'homme qui lui avait sauvé la vie en un personnage ennuyeux et sans intérêt. Très bien, ai-je dit. Ma voix était calme, d'un calme déconcertant. Elle cligna des yeux, surprise de la facilité avec laquelle j'avais cédé. Vraiment? Demanda-t-elle. Oui, dis-je. Si tes parents pensent que je suis un raté, je n'ai rien à faire là. Amuse-toi bien.
Fais ton devoir. Elle laissa échapper un profond soupir de soulagement, ses épaules s'affaissant. Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue. Ce baiser fut pour moi une véritable trahison. Merci de comprendre, Malcolm. Tu es vraiment adorable. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Tu es si logique. Oui, dis-je en regardant le costume gris posé sur la chaise. Logique. Elle passa le reste de la nuit à faire frénétiquement sa valise, à réciter ses listes à voix haute, à envoyer des SMS à ses demoiselles d'honneur et des messages vocaux à Whitney. De temps à autre, elle me regardait et me demandait « Tu es sûr que ça va ?» d'un ton qui laissait clairement entendre qu'elle cherchait juste à être rassurée, pas une réponse sincère. J'acquiesçais à chaque fois. J'avais déjà pris ma décision. Elle m'a dit qu'elle passerait la nuit précédente à l'hôtel près de la salle de réception pour aider Whitney à se préparer. On se voit dimanche matin, a-t-elle dit en traînant sa valise jusqu'à la porte le lendemain après-midi, les cils maquillés, les cheveux relevés en douces ondulations. Je t'aime. Au revoir, Tiffany, ai-je répondu. La porte se referma derrière elle. J'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir. J'attendis le signal sonore de l'ascenseur. Puis je me dirigeai vers la fenêtre et observai la rue en contrebas. 3 étages plus bas, un VTC s'arrêta. Tiffany apparut sur le trottoir avec sa valise. La portière arrière s'ouvrit. Elle n'était pas seule. Un homme est sorti pour aider le conducteur avec son sac. Il portait un blouson de cuir clinquant et se déplaçait avec une démarche sautillante, comme quelqu'un qui se prenait pour le centre du monde. Même de loin, je l'ai reconnu. Desmond, l'homme que je n'avais vu qu'en photo retouchée et dans de vieilles vidéos. Le voilà maintenant, debout sur le trottoir, réintégrant la vie de Tiffany comme s'il ne l'avait jamais quittée. Je suis restée là longtemps, la main posée sur la vitre froide. Elle ne m'avait pas désinvité pour me protéger de ses parents. Elle m'avait désinvité parce qu'elle venait avec lui. La rage ne m'a pas frappée comme une explosion. Il n'y a pas eu de cris, pas de verre brisé. Elle m'a plutôt traversée comme un front froid. Elle m'a glacée. Tout en moi, il y avait de la chaleur et de la douceur. Je me suis détournée de la fenêtre et j'ai contemplé l'appartement. Mon appartement. La télévision que j'avais achetée. La console de jeu sur laquelle je jouais. Le canapé que j'avais payé alors qu'elle se remettait encore de sa ruine. Pour la première fois en 2 ans, le silence n'avait rien de paisible. Il résonnait comme une sirène. On baisse la garde, ai-je murmuré dans la pièce vide. Je suis entrée dans la chambre et j'ai sorti mon sac de voyage du placard. J'ai commencé à ouvrir les tiroirs. Je ne serais pas là à son retour, et le soutien qu'elle avait pris pour du bruit de fond non plus. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas déchiré ses vêtements ni versé de javel sur ses chaussures. C'est ce que Desmond aurait fait. C'est le comportement d'une personne chaotique. Je suis analyste. Je ne crée pas le chaos. Je supprime les structures de soutien qui permettent à un système fragile de se faire passer pour stable. Je me suis donné 2 heures. D'abord, l'essentiel. J'ai mis mes vêtements, mes articles de toilette et mes papiers dans 3 valises. J'ai vidé le petit coffre-fort dans le placard. Mon passeport, mon acte de naissance, les économies de secours que j'avais constituées à 90%. J'ai pris la montre que mon père m'avait léguée et la bague que ma mère m'avait offerte pour mes 30 ans. Puis je me suis attaquée à la technologie. C'est là que ça la blesserait le plus, car c'est là qu'elle était devenue la plus dépendante sans s'en rendre compte. J'ai débranché le téléviseur OLED de 65 pouces que j'avais acheté pour notre anniversaire l'année précédente. J'ai rangé ma PlayStation 5 et les jeux que j'avais achetés. J'ai retiré les enceintes sans fil du salon, de la chambre et de la cuisine. Le coupe-circuit, lui, se trouvait dans un coin du salon, à côté d'un modem fibre optique et du routeur mèche haut de gamme qui clignotait tranquillement. La facture Internet était à mon nom. Je la payais tous les mois. J'ai débranché le routeur, enroulé soigneusement le câble autour de l'appareil et l'ai glissé dans mon sac à dos. Le modem a suivi. En quelques secondes, l'appartement, autrefois connecté, s'est transformé en un simple boîtier équipé de lampes coûteuses. Les ampoules connectées ont cessé de fonctionner. Le thermostat est devenu inopérant. L'assistant vocal dans le coin se tut. Son anneau lumineux disparut. Les services de streaming se déconnectèrent.
Tous les appareils qui donnaient à Tiffany une impression de sophistication et de modernité n'étaient plus que du plastique et du verre. Je me tenais au milieu du salon et observais les alentours. L'appartement n'était pas vide. Ses meubles, sa décoration et son bazar étaient toujours là. Mais sans les systèmes que j'avais installés et les factures que j'avais payées, l'endroit paraissait soudain vide. Il montrait ce qu'il était vraiment. Un espace qu'elle ne pouvait pas se permettre, rempli de choses pour lesquelles elle n'avait pas contracté de prêt. J'ai retiré ma clé de mon porte-clés et l'ai posée sur le plan de travail de la cuisine. Je n'ai pas laissé de mots. Un mot sous-entend qu'une conversation est encore en cours. Laisser la clé signifie que la conversation est terminée. J'ai descendu mes bagages, je les ai chargés dans ma voiture et je suis allé au Marriott du centre-ville. Je me suis enregistré à mon nom, j'ai payé avec ma carte et je suis monté dans ma chambre. Il était 16h30. La cérémonie allait commencer à cet instant précis. Quelque part dans une cour impeccablement entretenue, Tiffany remontait l'allée, telle une princesse, arborant ce sourire appris par cœur, tandis que Desmond, assis au milieu de la foule dans son costume bon marché, transpirait déjà à grosses gouttes. J'imagine ses parents le regardant, perplexes, se demandant où j'étais. J'ai commandé un whisky au room service et me suis assis sur le bord du lit. Le silence dans la pièce était pesant, mais ce n'était pas le silence de la solitude. C'était le silence d'un démineur qui venait enfin de couper le bon fil et de voir le compte à rebours s'arrêter. Le minuteur était figé. J'étais en sécurité. À 19h15 ce soir-là, mon téléphone vibra sur la table de nuit. C'était Calvin, le père de Tiffany. Je le laissai sonner 3 fois. Je voulais avoir l'air calme en répondant. J'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit. « Malcolm », a-t-il répondu, l'air essoufflé, comme s'il venait de sortir pour échapper à un incendie. « Ouf, merci mon Dieu. Ça va ? Tu es à l'hôpital ?» J'ai froncé les sourcils et me suis redressé. « À l'hôpital ? Non, je suis à l'hôtel. »« De quoi parlez-vous ?» Il y eut un silence pesant à l'autre bout du fil. Un silence confus. « Un hôtel ?» répéta Calvin. « Tiffany nous a dit que vous vous êtes effondré. Elle a dit que vous aviez fait une sorte de crise d'épilepsie ou un problème cardiaque juste avant votre départ. Elle a dit que vous l'aviez forcé à venir au mariage parce que vous ne vouliez pas gâcher la journée de Whitney et que vous étiez sous observation. » Ma main serra plus fort le téléphone. L'audace de ce mensonge me coupa le souffle un instant. Tiffany n'avait pas seulement menti pour brouiller les pistes. Elle s'était approprié mon urgence médicale imaginaire et s'en était drapée comme d'une cape héroïque, se transformant en cette petite amie courageuse qui tient le coup pendant que son partenaire était alité à l'hôpital. « Calvin », dis-je d'une voix glaciale. « Je n'ai pas fait de crise. Je suis en parfaite santé. »« Je ne comprends pas », balbutia-t-il. J'entendais des vers qui s'entrechoquaient et une musique étouffée en fond sonore, l'ambiance d'une réception qui battait son plein. « Alors pourquoi n'es-tu pas là ? Pourquoi Desmond est-il là ? » « Desmond est là ? » demandai-je, feignant la surprise, bien que je l'ai vu monter dans la voiture. « Il est assis à ma table ? Il est assis à ta place, en train de manger ton steak. » Calvin s'emporta, sa confusion se muant en colère. « Il est arrivé avec Tiffany. Elle a dit qu'elle avait besoin de soutien émotionnel parce qu'elle était très inquiète pour toi. Malcolm, qu'est-ce qui se passe ? » Je pris une lente gorgée de whisky. La brûlure me parvint, me ramenant à la réalité. « Tiffany m'a désinvité hier, » dis-je doucement. « Elle m'a dit que toi et sa mère pensiez que j'étais moins bien que Desmond. Elle a dit que ma présence te mettrait mal à l'aise parce que je suis ennuyeux comparé à lui. Elle a dit qu'elle te rendait service en me laissant à la maison. » « Quoi ? » rugit Calvin. Le son se distordit dans le haut-parleur. « Moins bien que Desmond. » Sa colère était presque physique. « Malcolm, je ne peux plus supporter ce petit être misérable et pleurnichard. Il m'a emprunté $500 il y a 3 ans et ne m'a jamais remboursé. J'ai essayé de faire expulser le vigile, mais Tiffany s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait besoin de lui. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. Elle a dit qu'il avait coupé les ponts. Eh bien, j'ai dit qu'elle l'a maintenant et qu'elle ne m'a plus. » Il y eut un autre silence. « Que veux-tu dire ? » demanda Calvin. « J'ai déménagé. » J'ai dit, « J'ai fait mes valises pendant que tu étais à la cérémonie. C'est fini. Le bail se termine dans 2 mois.
Je paierai ma part jusque-là, c'est dans ma nature. Mais je ne reviendrai pas. J'entendais le bruit de la réception derrière lui, le murmure des conversations, les basses de la musique, le cliquetis des couverts. C'était irréel d'où j'étais, samedi. Malcolm, ne fais pas ça, supplia Calvin, la voix tremblante. C'est une idiote. Tu sais comment elle est quand elle est stressée. Je vais la chercher tout de suite. Je la traînerai par l'oreille s'il le faut. Viens ici. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, dis-je doucement. En réalité, j'avais pitié de lui. Il était en train de perdre le seul homme normal que sa fille ait jamais fréquenté. Elle ne m'a pas seulement trompé, Calvin. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je n'étais pas assez bien pour sa famille. Alors, si elle pouvait faire entrer son ex en douce. Ce n'est pas du stress. C'est du caractère. Je vais le tuer, marmonna Calvin. J'entendis des bruits de pas rapides de son côté. Je le vois en ce moment même. Il essaie de se faire bien voir du beau-père de Whitney. Il distribue des cartes de visite pour une boîte de nuit qui a fermé il y a 6 mois. Un rire m'échappa. Bref et sec. Ça lui ressemble bien. J'ai dit, Malcolm, s'il te plaît. Un dernier coup de gueule. Je suis désolé. Profite bien du mariage. J'ai dit, dis-le à Whitney. J'ai dit, félicitations et dis-le à Tiffany. J'ai marqué une pause, cherchant mes mots. Dis à Tiffany que, puisque je suis un tel bouleversement, je me suis retiré de l'équation. Elle peut désormais passer à Desmond à temps plein. Malcolm. Commença-t-il, mais je le coupai. Au revoir, Calvin. Je raccrochai. Je fixai le téléphone un instant, puis l'éteignis complètement. Le silence retomba dans la pièce. Je me dirigeai vers la fenêtre et contemplai les lumières de la ville. Je sentis quelque chose changer en moi. Ce n'était pas un chagrin d'amour. J'avais déjà connu le chagrin d'amour, et c'était un poids écrasant, accompagné de sanglots incontrôlables. C'était différent. Ce n'était même plus de la colère. C'était du soulagement. Le poids avait disparu. Je ne savais pas exactement ce qui se passait dans cette salle de réception à 16 kilomètres de là. Mais je connaissais mieux qu'elle les rouages de la vie de Tiffany. Je venais de démolir le mur porteur et la gravité allait faire le reste. J'ai gardé mon téléphone éteint pendant 24 heures. Le dimanche fut paisible. J'ai fait la grasse matinée sans réveil, sans que le calendrier de Tiffany ne sonne pour perturber ma journée. J'ai fait un long jogging le long de la rivière, laissant mes pieds évacuer les dernières tensions. J'ai observé des familles poussant des poussettes, des couples promenant leurs chiens, des groupes d'amis riant sur les bancs du parc. Personne ne connaissait mon histoire. Personne ne se souciait du fait qu'à l'autre bout de la ville, une demoiselle d'honneur subissait les conséquences de ses choix. Après la course, je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris une longue douche, puis j'ai dîné seul au bar, un steak à la main, en lisant un roman que je n'avais pas eu le temps de terminer chez moi. Pour la première fois en 2 ans, je ne me souciais plus de l'anxiété de Tiffany, de son emploi du temps, ni de son besoin constant d'être rassurée. J'étais simplement Malcolm. Et Malcolm, finalement, se portait très bien. Lundi matin, avant d'aller travailler, quand j'ai enfin rallumé mon téléphone, il a failli tomber du bureau à cause des vibrations. 47 appels manqués, 82 SMS, 12 messages vocaux. La plupart venaient de Tiffany, quelques-uns de Whitney, et 2 de la mère de Tiffany. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai parcouru les aperçus des SMS. Tiffany, tôt dimanche matin. Où es-tu? Tiffany, un peu plus tard. Ce n'est pas drôle. Malcolm, où est la télévision? Tiffany, encore une fois, réponds au téléphone. Mon père me crie dessus à cause de ce que tu lui as dit. Le ton des messages a changé au fil des heures, passant de l'indignation au reproche, puis au désespoir. Tu m'as humilié lors de la soirée la plus importante de la vie de ma sœur. Tu as été tellement égoïste. Un message disait plus tard, chérie, s'il te plaît. Je peux t'expliquer. Desmond vient d'arriver. Je ne l'ai pas invité. Mon père a menti. Encore une fois. La connexion Internet sans fil est coupée. Sérieusement, tu as pris le routeur. Tu as été vraiment mesquin. Et enfin, lundi matin. On peut juste parler, s'il te plaît? J'ai fait une bêtise. J'ai besoin de toi.
Le passage de la colère à la manipulation mentale, puis aux supplications, était typique. J'avais déjà vu ce schéma dans ses histoires à propos de Desmond, de ses parents, et même de certains collègues. C'était presque ennuyeux. J'ai archivé la discussion sans répondre et je suis allé travailler. Ma journée au bureau fut étrangement calme. Mes collègues discutaient de leur week-end. Personne ne se doutait que j'avais fait exploser une relation en silence. Elle est arrivée à 17h30 ce soir-là. Je marchais vers ma voiture dans le parking, mon sac d'ordinateur portable sur l'épaule, quand je l'ai vue appuyée contre la portière côté conducteur. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées malgré la faible luminosité, les bras croisés. En me voyant, elle se redressa. Cette lueur défensive familière s'alluma dans sa posture. « Tu m'as bloqué », dit Tiffany dès que je fus assez près pour l'entendre. Pas un bonjour, pas d'excuse, juste une accusation. « C'est vrai », répondis-je. Je me suis arrêté à environ 3 mètres d'elle. Je n'ai pas ouvert la voiture. « Que veux-tu, Tiffany ?» Sa voix s'est légèrement brisée lorsqu'elle a répondu. « Je veux que tu rentres à la maison », a-t-elle dit. Elle a fait un petit pas vers moi. « C'est de la folie, Malcolm. On ne part pas comme ça. On ne disparaît pas comme ça, en laissant tomber quelqu'un avec qui on a vécu pendant 2 ans, à cause d'un malentendu. » Un malentendu ? Ai-je répété, laissant le mot résonner dans ma bouche. C'est comme ça qu'on appelle ça. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai pris une inspiration. Tu m'as dit que tes parents me détestaient pour pouvoir amener ton ex à un mariage de famille. Puis tu as dit à ton père que j'étais aux urgences en train de faire une crise d'épilepsie pour justifier mon absence. Qu'est-ce que j'ai mal compris? Elle a tressailli. Le mensonge sur ma santé était la preuve irréfutable, et elle le savait. Elle a baissé les yeux vers le sol en béton. J'ai paniqué. Elle a murmuré, « Desmond. » Il m'a envoyé un texto vendredi soir. Il a dit qu'il serait en ville. Il a dit qu'il voulait me voir pour voir s'il y avait encore de la flamme. Je veux juste que ce soit fini. Malcolm, je voulais me prouver que je l'avais oublié. Alors, tu l'as emmené avec toi à tes sœurs, juste pour prouver que tu l'avais oublié, ai-je dit. C'est une logique intéressante. C'était une erreur, s'est-elle écriée en retirant enfin ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Quel désastre, Malcolm. Il s'est saoulé. Il a dragué la nouvelle belle-sœur de Whitney. Pendant le toast, il a essayé de convaincre mon père d'investir dans une arnaque aux crypto-monnaies. Mon père a failli lui donner un coup de poing. C'était humiliant. Le karma est souvent ainsi, ai-je dit. Elle continuait, les mots se bousculant les uns après les autres. Et puis il est parti, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Il est parti avec une des demoiselles d'honneur. Il ne m'a même pas dit au revoir. Il s'est juste servi de moi pour entrer au bar. Elle me regardait, suppliante, attendant que je fasse ce que j'avais toujours fait, intervenir, tout arranger, lui dire que ce n'était pas sa faute et lui proposer de préparer le dîner. Elle attendait le retour de l'entrepreneur pour réparer les dégâts. Je suis désolée que ce soit arrivé, dis-je. Vraiment, mais ça ne me surprend pas. Elle renifla et s'essuya les joues. Je sais que tu avais raison, dit-elle en tendant la main vers la mienne. Je reculai. Ses doigts se refermèrent sur le vide. Je l'ai compris dès qu'il a commencé à parler, dit-elle. Tu m'as manqué, Malcolm. Ta constance m'a manqué. Tu me manques tellement, tu me rassurais. S'il te plaît, reviens. L'appartement est si silencieux sans toi. Je ne peux même plus regarder la télévision, car je l'ai prise. J'ai fini de lui parler. On peut en acheter une nouvelle, a-t-elle dit rapidement. Je me fiche des objets. Ce qui m'importe, c'est nous. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai vu la peur dans ses yeux. Mais ce n'était pas la peur de me perdre, Malcolm, l'homme qu'il aimait. C'était la peur de perdre tout repère. Elle était terrifiée par le silence de l'appartement, par les factures qui s'accumulaient, par l'idée d'affronter seule ses parents, sans personne à ses côtés. Tiffany, dis-je d'une voix calme. Tu te souviens de ce que tu m'as dit vendredi soir? Elle semblait confuse. Tu as dit que j'étais une moins bonne option, poursuivis-je. Tu as dit que j'étais ennuyeux. Je ne le pensais pas, s'empressa-t-elle de dire. Si, tu le pensais, répliquai-je.
Et tu avais raison. Elle cligna des yeux. Quoi? Je suis ennuyeux comparé à Desmond? Dis-je. Je paie mes factures. Je suis ponctuel. Je ne trompe pas. Je ne fais pas de scandale au mariage et je ne propose pas de faux investissements pendant les toasts. Ça ennuie les gens comme toi. Tu es avide de sensations fortes. Tu as besoin de chaos pour te sentir vivant. Et j'en ai assez d'être ton filet de sécurité quand le chaos te terrasse. Je ne veux pas de chaos, hurla-t-elle, perdant son sang-froid. Je te veux, toi. Non, dis-je en déverrouillant enfin ma voiture. Le bip résonna dans le garage. Tu veux qu'on te paie ton loyer? Tu veux qu'on répare ta voiture? Tu veux que tes parents te laissent tranquille? Tu veux le train de vie supérieur sans le caractère supérieur? J'ouvre la portière côté conducteur et jette mon sac sur le siège passager. Malcolm, s'il te plaît. Elle gémit en s'agrippant au bord de la portière. Mon père est furieux. Il a dit qu'il ne me parlerait plus tant que je n'aurais pas réglé ce problème. Il t'aime. Ton père est un homme bien. J'ai répondu qu'il méritait un meilleur gendre que Desmond, et franchement, une meilleure fille que celle que tu es en ce moment. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. J'envoie des déménageurs chercher le reste de mes meubles samedi, ai-je dit en m'asseyant. J'ai déjà transféré les abonnements au service public. Ils seront coupés dans 48 heures si tu ne les appelles pas. Bon courage pour les factures, Tiffany. Tu ne peux pas me laisser, cria-t-elle en frappant du poing sur la vitre alors que je démarrais le moteur. Je ne peux pas me permettre de vivre seule. Tu avais promis de prendre soin de moi. J'ai baissé la vitre d'1 pouce. Je me suis occupée de toi, ai-je dit. Je t'ai remise sur pied. Je t'ai aidé à te désendetter. Je t'ai aidé à obtenir ton diplôme. Tu étais dans une meilleure situation que lorsque je t'ai trouvé. Considère ça comme une indemnité de départ. J'ai remonté la vitre. Sa bouche bougeait encore, son poing frappait toujours la vitre, mais l'insonorisation de la voiture transformait ses paroles en un murmure étouffé. J'ai reculé pour sortir du parking, j'ai passé la première et j'ai remonté la rampe vers la lumière du soleil. Dans le rétroviseur, elle rapetissait à chaque mètre qui nous séparait. Une silhouette seule dans le garage plongée dans la pénombre, qui se réduisait jusqu'à disparaître. Arrivé en haut de la rampe, j'ai tourné dans la rue et j'ai expiré. Je n'ai plus regardé en arrière. J'ai allumé la radio. Un morceau de rock classique a empli la voiture, une mélodie familière et régulière. Loin d'être ennuyeux, il sonnait comme un chant de liberté. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager avec vos amis. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes.